Ultimatum brutal déclenché à l'aube. Chiffre froid. Compte à rebours enclenché. Deux nombres opposés transforment une dette abstraite en choc géopolitique durable, exposant une petite nation sahélienne face aux puissances du G7, aux télégrammes secrets, aux pressions minières et à des choix irréversibles. Que change ce bras de fer pour vous, autour d'Ibrahim Traoré? Une rupture continentale commence ici, lorsque souveraineté, ressources et diplomatie s'en mêlent, promettant des répercussions immédiates pour les États, les entreprises, les citoyens et l'équilibre fragile du Sahel dans les prochains mois décisifs pour toute l'Afrique et au-delà. Cette séquence promet une lecture claire d'un affrontement rarement exposé dans ses mécanismes réels. Elle apporte aux lecteurs des clés concrètes pour comprendre comment une pression financière apparemment classique peut devenir un instrument de contrôle stratégique et pourquoi les choix effectués dans l'urgence engagent bien plus que des équilibres budgétaires. Au cœur de cette promesse se trouve une question d'enjeu: souveraineté des ressources, stabilité institutionnelle et capacité d'un État à refuser un cadre imposé de l'extérieur. L'intérêt n'est pas seulement de suivre un événement spectaculaire, mais de saisir comment dette, or et diplomatie secrète s'articulent dans un rapport de force moderne. À travers cette analyse, le lecteur pourra mesurer ce qui est réellement en jeu pour le Burkina Faso, pour la région sahélienne et pour tout pays exposé à des leviers économiques comparables. Comprendre cette mécanique, c'est aussi anticiper ses effets durables sur l'ordre géopolitique africain. La pression n'était pas symbolique. 70% de l'or national exigé en 48 heures, ou le paiement immédiat de 5,6 milliards de dollars. Ces deux chiffres ont révélé d'emblée que l'ultimatum ne relevait pas d'une négociation financière classique, mais d'une tentative de basculement stratégique touchant le cœur des ressources burkinabées. Dans les premières heures suivant la réception du télégramme, l'information a circulé bien au-delà de Ouagadougou. Des capitales africaines ont perçu le message comme un signal d'alarme, car il associait dette souveraine et accès direct à un gisement aurifère récemment identifié. Ce contexte a transformé une crise bilatérale apparente en épisode à portée régionale, où chaque décision locale pouvait provoquer une réaction en chaîne dans le Sahel. Ibrahim Traoré a rapidement compris que l'enjeu dépassait le cadre d'un bras de fer ponctuel. Les années précédentes avaient installé un déséquilibre structurel. Concessions minières étendues, dépendance aux circuits financiers extérieurs, marge de manœuvre réduite pour l'État. L'ultimatum condensait ces fragilités en une échéance brutale, forçant un choix immédiat entre cession des ressources et rupture assumée. Autour de lui, les informations fragmentées convergeaient. Des services de sécurité signalaient des mouvements inhabituels près des zones aurifères, tandis que des responsables civils confirmaient l'existence d'un gisement capable de modifier durablement la trajectoire économique du PIC. Ce faisceau d'indices a redéfini la lecture de la situation. La dette n'était plus une fin, mais un levier. Ce contexte explique pourquoi la crise a pris une dimension politique et symbolique forte. Elle touchait à la souveraineté, à la crédibilité de l'État et à l'équilibre régional. En quelques heures, un télégramme confidentiel a ainsi ouvert une séquence où chaque acteur, du gouvernement aux partenaires étrangers, a dû réévaluer ses positions et ses risques. Dans cette phase initiale, la crise cesse d'être abstraite et prend corps à travers des acteurs précis. Autour de la table d'urgence, responsables civils, officiers supérieurs et cadres du secteur minier doivent transformer des alertes fragmentées en décisions cohérentes. La coordination devient un enjeu immédiat, car une réponse dispersée ouvrirait un vide exploitable par des intérêts extérieurs. Un premier cas illustre cette tension. Un commandant chargé de la sécurité minière signale quelques heures après la fuite du télégramme des survols irréguliers près des zones aurifères. Ces trajectoires
ne relèvent pas d'une simple observation de routine. Elles suggèrent une reconnaissance ciblée, assez précise pour inquiéter les autorités sur la possibilité d'actions préparatoires. Cette information accélère le verrouillage des accès stratégiques et impose une lecture sécuritaire de ce qui semblait d'abord financier. Un second cas concerne les ingénieurs civils présents sur les sites d'extraction. Malgré des directives de retrait, certaines sociétés étrangères tentent de maintenir leur chaîne logistique. Ce comportement révèle une anticipation implicite de l'exécution de l'ultimatum, comme si le transfert de contrôle devait s'opérer indépendamment des décisions politiques locales. Pour l'État, ce constat confirme que le temps joue contre lui. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré agit comme point de convergence. Il centralise les données, resserre la chaîne décisionnelle et impose un rythme horaire d'évaluation des risques. Cette posture vise moins à afficher une autorité symbolique qu'à éviter la désorganisation, perçue comme la principale vulnérabilité. L'impact est immédiat. La crise change de nature. En clair, chaque heure gagnée renforce la souveraineté effective. Avant l'ultimatum, la situation semblait figée dans une normalité trompeuse. Les flux aurifères sortent du pays selon des circuits bien établis, dominés par des groupes étrangers, tandis que l'État conservait une marge de manœuvre limitée, dépendante des cycles financiers internationaux. Cette stabilité apparente masquait une fragilité profonde, une économie minière où la souveraineté restait théorique et où chaque concession renforçait la dépendance structurelle. Le déclencheur survient lorsque le télégramme est authentifié par les services de sécurité et transmis au cercle présidentiel. L'exigence est nette, sans espace de négociation. Céder 70% de l'or nouvellement identifié ou rembourser immédiatement 5,6 milliards de dollars. Le compte à rebours commence. À partir de cet instant, chaque ministère active ses protocoles de crise. Les équipes économiques évaluent l'impact d'un paiement immédiat, tandis que les responsables énergétiques et logistiques mesurent les risques systémiques. Ibrahim Traoré comprend que le silence ou l'hésitation seraient interprétés comme un aveu de faiblesse. La montée en tension est rapide. Des confirmations satellitaires signalent des mouvements inhabituels autour des zones minières. Plusieurs appareils opèrent à basse altitude, suivant des trajectoires qui évoquent une reconnaissance ciblée. Cette phase marque le passage d'une pression diplomatique à une situation opérationnelle. Les forces armées sont mobilisées pour sécuriser les sites stratégiques et des unités spécialisées sont déployées afin de prévenir toute tentative de verrouillage territorial. Les réunions s'enchaînent, souvent nocturnes, alimentées par des flux d'informations contradictoires venant d'agences étrangères, d'entreprises encore présentes sur le terrain et d'observateurs régionaux. Le point culminant est atteint lorsque les ministères économiques confirment qu'appliquer l'ultimatum provoquerait une paralysie financière immédiate. Les experts redoutent un effet domino, touchant les importations essentielles, les corridors logistiques et les infrastructures énergétiques. Dans le même temps, plusieurs sociétés minières occidentales tentent d'accélérer discrètement leurs opérations, cherchant à extraire le maximum de ressources avant toute fermeture imposée. Cette précipitation renforce l'idée d'une appropriation anticipée. Les tensions locales augmentent, entraînant des incidents limités mais suffisants pour justifier un renforcement militaire. La rupture intervient lorsque Ibrahim Traoré prend une décision sans attendre l'expiration du délai. Le contrôle intégral des mines est repris par l'État. Les entreprises concernées reçoivent l'ordre de cesser immédiatement leurs activités et de retirer leur personnel. Les dépôts logistiques sont sécurisés. Les convois d'or redirigés vers des installations sous contrôle national. Cette mesure, brutale dans son exécution, met fin à toute ambiguïté et transforme la crise en acte politique assumé. Les retombées suivent presque aussitôt. Dans plusieurs capitales, cette initiative a été perçue comme une rupture avec l'architecture économique occidentale. Les médias africains relaient l'événement en continu, soulignant ses implications régionales.
Des rappels d'ambassadeurs et des communiqués d'urgence se succèdent. Pourtant, à l'intérieur du pays, la dynamique a changé. L'ultimatum, conçu pour contraindre, a accéléré une réorganisation stratégique. La séquence des événements révèle ainsi comment une pression extérieure, en franchissant un seuil critique, peut produire l'effet inverse de celui recherché. Avant l'ultimatum, les recettes minières échappaient presque totalement au contrôle direct de l'État, limitant sa capacité budgétaire. Après la décision, la reprise des flux aurifères modifie cette équation et introduit une inflexion mesurable dans la gestion des ressources nationales. D'abord, un indicateur concerne le gisement identifié par le groupe géologique secret. Les évaluations internes évoquent un potentiel équivalent à plusieurs décennies d'exploitation. Cet ordre de grandeur change la lecture stratégique, car il transforme une ressource ponctuelle en levier structurel pour les finances publiques et la planification à long terme. Ensuite, un chiffre s'impose, celui de la dette exigée, 5,6 milliards de dollars, à régler immédiatement. Un tel montant aurait vidé les réserves disponibles et provoqué un choc systémique, rendant impossible la protection des infrastructures essentielles et de l'appareil d'État. Enfin, un repère temporel. 48 heures pour agir. Ce délai extrêmement court imposait une coordination totale entre autorités civiles, économiques et militaires afin d'empêcher toute prise de contrôle externe anticipée. En reliant ces trois données, Ibrahim Traoré structure son raisonnement interne. La cession de l'or aurait compromis durablement la souveraineté, tandis que le paiement immédiat de la dette menaçait l'effondrement fiscal. Les simulations économiques montrent qu'en conservant la maîtrise de la filière aurifère, le pays peut rediriger progressivement des revenus vers des circuits publics et stabiliser ses marges de manœuvre. Ces chiffres ne servent donc pas seulement à illustrer la crise. Ils démontrent que l'alternative imposée par l'ultimatum n'était ni viable ni rationnelle. Les données deviennent un outil de décision, transformant une réaction politique en stratégie fondée sur des contraintes mesurables et des risques comparés. Un premier argument avancé par certains observateurs extérieurs consiste à présenter l'ultimatum comme une pression financière ordinaire. Selon cette lecture, l'exigence portant sur l'or n'aurait été qu'un levier extrême, destiné à accélérer des réformes macroéconomiques déjà attendues. Dans cette perspective, la crise aurait pu être contenue par une négociation graduelle, laissant à l'État le temps de proposer des garanties temporaires, sans rompre avec ses partenaires. Un second argument, relayé dans plusieurs capitales africaines, met en avant le risque d'isolement. Refuser l'ultimatum exposerait inévitablement le pays à des sanctions, à des perturbations des importations essentielles et à une fragilisation des corridors logistiques. Les défenseurs de cette TSTCCT estiment qu'un État, même doté de ressources importantes, ne peut supporter seul une rupture aussi brutale sans provoquer une instabilité intérieure difficile à maîtriser. Ces deux positions paraissent connaître cohérentes sur le plan théorique, mais elles se heurtent aux éléments factuels de la séquence. L'ultimatum ne proposait aucune phase de dialogue ni d'étalement, combinant simultanément la cession de ressources et le paiement immédiat de la dette. Cette absence de marge invalide l'idée d'une pression classique. De plus, les mouvements confirmés autour des zones aurifères et la tentative d'accélération des opérations minières montrent que la contrainte financière s'inscrivait dans une manœuvre plus large. Dans ce cadre, la décision d'Ibrahim Traoré apparaît moins comme une escalade que comme une réponse à une dynamique déjà enclenchée. Les risques d'isolement existaient, mais les signaux indiquaient qu'une concession n'aurait pas réduit la pression. La réfutation repose donc sur un constat simple. Céder aurait reporté la crise sans en modifier l'issue, tandis que la rupture assumée redonnait à l'État une capacité d'initiative. Ce point médian révèle que l'ultimatum n'était pas une fin, mais un moyen. Une fois les informations croisées, la pression monétaire apparaît comme l'enveloppe visible d'une stratégie plus vaste, visant à verrouiller l'accès aux ressources sahéliennes.
Ce changement de lecture modifie l'ensemble du cadre d'analyse, car il déplace le débat de la solvabilité vers la souveraineté. À ce stade, Ibrahim Traoré n'est plus confronté à un dilemme comptable. Il fait face à une tentative de réorientation structurelle des flux miniers, conçue pour redéfinir durablement les rapports de force régionaux. Les signaux accumulés, survols ciblés, maintien logistique de certaines entreprises, absence de voies diplomatiques, convergeant vers une même conclusion. La contrainte financière servait de déclencheur à une prise de contrôle indirecte. Ce révélateur change aussi la temporalité. Il ne s'agit plus de gagner du temps, mais d'agir avant que les dispositifs extérieurs ne deviennent irréversibles. La crise cesse alors d'être défensive. Elle devient un moment de décision proactive, où l'initiative conditionne l'issue. Ce basculement explique pourquoi les mesures adoptées ensuite semblent abruptes. Elles ne répondent pas à une provocation isolée, mais à la compréhension tardive d'un dispositif déjà en mouvement. À partir de là, chaque action vise moins à négocier qu'à reprendre l'avantage stratégique, en redéfinissant les règles du jeu, imposées jusque-là. Pour l'appareil d'État, la première conséquence est institutionnelle. La gestion des ressources ne peut plus être dispersée entre ministères aux priorités divergentes, car le risque principal devient la désorganisation sous pression. Les autorités renforcent donc l'audit des flux encore liés à des opérateurs extérieurs et densifient la protection des sites stratégiques. La crise impose une centralisation accélérée où l'information opérationnelle devient aussi critique que la décision politique et où chaque ambiguïté est traitée comme une faille. Pour les entreprises, le choc est logistique avant d'être financier. La perte de position sur le terrain, la suspension de contrats et l'incertitude sur les corridors d'exportation reconfigurent la chaîne d'approvisionnement régionale. Certaines sociétés locales voient s'ouvrir un espace inédit, mais cet espace est conditionné par des exigences plus strictes de transparence et de conformité. La transition reste fragile, car l'environnement international demeure instable, et parce que le passage d'une domination étrangère à une gestion nationale demande des capacités techniques immédiates. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme un accélérateur de rupture. Sa décision change les règles, et les acteurs économiques doivent s'y adapter, sans période tampon. Pour la population, les effets se déploient en couches contradictoires. D'un côté, la divulgation de l'ultimatum et la reprise de contrôle suscitent une mobilisation, notamment parmi les travailleurs miniers et les jeunes diplômés, qui y lisent la possibilité d'un recentrage des revenus vers des services publics. Les témoignages relayés depuis les zones d'extraction renforcent l'idée d'un moment charnière, où la souveraineté n'est plus un slogan mais une organisation concrète. De l'autre côté, la perspective de sanctions et de restrictions pèse sur les ménages, car les biens importés deviennent le baromètre immédiat de la pression extérieure. La société entre ainsi dans un régime d'attente prudente. Espoir de redistribution, inquiétude face aux vulnérabilités du quotidien. Pour l'espace régional, l'impact est amplificateur. Des pays sahéliens confrontés à des pressions similaires observent l'épisode comme un test politique, susceptible d'ouvrir une brèche dans les équilibres traditionnels. Des discussions préliminaires émergent autour de la mutualisation de la sécurité des corridors commerciaux et de la protection des infrastructures énergétiques, signe que la crise dépasse le seul Burkina Faso. Les capitales africaines scrutent la réaction des puissances extérieures, car une escalade pourrait accélérer une fragmentation plus marquée des alignements. À ce niveau, la conséquence la plus tangible est le déplacement du centre de gravité du débat. La dette cesse d'être un dossier technique, elle devient un levier géopolitique visible, et la souveraineté des ressources redevient une question collective. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se stabilise sans se normaliser complètement. Le contrôle national des sites miniers est maintenu, tandis que les circuits économiques internes se réorganisent progressivement. Les tensions diplomatiques persistent, mais restent contenues à un niveau gérable, laissant à l'État un espace pour consolider ses procédures et clarifier ses priorités. Si cette trajectoire prévaut,
La période à venir sera marquée par une gouvernance prudente, où chaque avancée dépendra de la capacité à absorber les chocs externes sans perdre la cohérence institutionnelle. Dans un scénario plus favorable, les décisions prises produisent donc des effets visibles plus rapidement. La réorganisation de la filière aurifère génère des marges financières permettant d'investir dans des infrastructures clés, tandis que de nouveaux partenariats, moins dépendants des circuits traditionnels, s'installent durablement. L'effet d'entraînement régional s'amplifie, plusieurs États voisins cherchant à coordonner leur position sur les ressources stratégiques. Dans cette hypothèse, la rupture initiale devient un catalyseur, transformant une crise défensive en levier de repositionnement géopolitique et offrant au pays une stabilité renforcée à moyen terme. Un scénario plus tendu reste toutefois plausible. Les pressions extérieures pourraient s'intensifier sous la forme de restrictions commerciales ciblées, de perturbations logistiques ou de campagnes de déstabilisation indirecte. Ces contraintes pèseraient sur l'économie réelle, affectant les importations essentielles et accentuant les vulnérabilités sociales. Dans ce contexte, la cohésion interne deviendrait déterminante, car toute fragmentation politique ou institutionnelle amplifierait l'impact des chocs. La capacité de l'État à maintenir un cap clair serait alors mise à l'épreuve. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives. Elles dessinent un éventail de possibles conditionnés par des choix successifs. Si la coordination régionale se renforce, alors les marges de manœuvre s'élargissent. Si la gouvernance se fragilise, alors les pressions extérieures gagnent en efficacité. La leçon centrale est stratégique. Pensez la souveraineté comme un système de couches interdépendantes où sécurité, finance et diplomatie doivent évoluer ensemble. Dans ce cadre, l'enjeu des prochains mois n'est pas de prédire l'issue, mais de structurer des décisions capables de réduire les risques cumulés et de préserver l'initiative, quelles que soient les conditions. Pour les décideurs publics, cette séquence agit comme un test de résilience institutionnelle. Elle montre que la souveraineté ne se limite pas à un cadre juridique, mais repose sur la capacité concrète à protéger des ressources, à centraliser l'information et à agir sous contraintes temporelles. L'épisode burkinabé devient ainsi un cas d'école pour des administrations confrontées à des pressions comparables, où l'organisation interne compte autant que les alliances extérieures. Pour les acteurs économiques, l'impact est plus ambivalent. La rupture des circuits traditionnels rappelle les risques d'une dépendance excessive à des leviers financiers contrôlés de l'extérieur. En parallèle, la recomposition en cours ouvre des opportunités pour des opérateurs capables de s'adapter à des règles plus strictes et à une présence accrue de l'État. Cette transition exige toutefois des ajustements rapides, car l'incertitude reste élevée et la visibilité à moyen terme limitée. Pour les citoyens, la crise rapproche des enjeux longtemps perçus comme abstraits. Les débats sur la dette, l'or ou la diplomatie prennent une dimension quotidienne lorsqu'ils influencent les prix, l'emploi ou l'accès aux services publics. Les réactions observées, entre soutien affirmé et inquiétude face aux sanctions potentielles, traduisent une implication croissante dans la compréhension des choix nationaux. L'information devient alors un facteur clé de cohésion. Enfin, pour l'observateur extérieur, l'épisode pose une question plus large. Il interroge la capacité des sociétés à accepter des coûts à court terme pour préserver une autonomie à long terme. Ce déplacement du regard constitue peut-être l'effet le plus durable de la crise. La première étape consiste à structurer une gouvernance minière resserrée. Une cellule interministérielle permanente coordonne désormais les dimensions civiles, économiques et sécuritaires afin d'éviter les angles morts. Sa mission est d'agréger l'information en temps réel, de hiérarchiser les risques et de déclencher des réponses rapides lorsque des signaux d'ingérence apparaissent. L'efficacité de ce dispositif se mesure par la réduction des incidents signalés et par la continuité des opérations sous contrôle national. La deuxième étape vise le levier financier.
Une part des revenus issus de la reprise de contrôle est redirigée vers un mécanisme de stabilisation interne, conçu pour amortir d'éventuelles pressions extérieures. Ce cadre permet de protéger les dépenses essentielles. Essentiel est d'introduire une visibilité budgétaire minimale, condition nécessaire pour maintenir la confiance des administrations et des acteurs économiques locaux. Le critère d'évaluation repose sur la capacité à maintenir des réserves opérationnelles sans recourir à des financements contraignants. La troisième étape est régionale. Le renforcement des alliances avec des États confrontés à des enjeux similaires permet de mutualiser la sécurité des corridors stratégiques et de réduire l'isolement diplomatique. La coordination porte sur l'échange d'informations, la protection des infrastructures et la continuité des échanges. Les progrès se lisent dans la fluidité des flux intrarégionaux et dans la diminution des perturbations logistiques. La quatrième étape relève de la communication stratégique. Ibrahim Traoré privilégie une diplomatie de transparence, fondée sur des messages cohérents et appuyée par des données vérifiables. L'objectif est de contrer les narratifs extérieurs sans escalade verbale, en rendant visibles les choix et leurs justifications. Le succès se mesure à la stabilité du discours public et à la réduction des campagnes hostiles. Enfin, l'ensemble repose sur un principe de séquencement. Chaque action est pensée pour renforcer la suivante, afin d'éviter l'accumulation de vulnérabilités. La sortie de crise n'est pas un événement unique, mais un processus. La question centrale devient alors: comment maintenir cette cohérence dans la durée, lorsque la pression retombe et que les arbitrages redeviennent moins visibles? Lorsque l'on revient au point de départ, l'image qui s'impose n'est pas celle d'un ultimatum chiffré, mais d'un geste discret. Autour de la table d'urgence, le dossier scellé posé devant les responsables a cristallisé des informations jusque-là dispersées. Ce moment, presque silencieux, a relié les survols signalés, les données géologiques, les pressions diplomatiques et les décisions à venir en une seule trajectoire lisible. Ce n'était plus une crise fragmentée, mais un choix assumé. Avec le recul, cette scène résume la bascule. Elle montre comment une accumulation de signaux techniques peut devenir un tournant politique, dès lors qu'un État accepte d'en tirer toutes les conséquences. Ibrahim Traoré n'apparaît pas ici comme un symbole isolé, mais comme l'incarnation d'une convergence, celle d'un appareil d'État qui refuse de laisser l'inertie décider à sa place. Les décisions prises ensuite, parfois abruptes, prennent sens à la lumière de cet instant fondateur. Ce rappel éclaire aussi la portée collective de l'épisode. Il ne s'agit pas seulement de mines, de dettes ou de diplomatie secrète, mais de la manière dont une société interprète les contraintes qui lui sont imposées. En reliant données, terrain et volonté politique, le pays a transformé une pression en récit de souveraineté. La souveraineté commence toujours par un choix clair. Au terme de cette séquence, une invitation demeure. Elle ne consiste pas à trancher définitivement, mais à observer comment un épisode précis reconfigure des repères plus larges. La crise née d'un ultimatum chiffré rappelle que les choix économiques ne sont jamais neutres et qu'ils façonnent des équilibres sociaux, politiques et symboliques bien au-delà de leur cadre initial. Ce qui s'est joué ici dépasse un cas national et interroge la relation entre ressources, dettes et autonomie décisionnelle. Pour les sociétés concernées, l'enjeu n'est pas seulement d'approuver ou de condamner une décision, mais d'en comprendre les conditions, les coûts et les bénéfices potentiels. Le débat gagne à rester ouvert, informé et rigoureux, car il éclaire des dilemmes que d'autres États pourraient rencontrer à leur tour. Observer cette trajectoire, c'est aussi réfléchir aux outils collectifs capables de réduire la vulnérabilité face à des pressions similaires. La discussion peut alors se déplacer vers l'essentiel. Comment concilier intégration économique et protection des ressources stratégiques? À quelles conditions la souveraineté devient-elle un projet partagé plutôt qu'un mot d'ordre? Et quel rôle les citoyens, les entreprises et les institutions peuvent-ils jouer pour maintenir cet équilibre dans la durée?